Donc à présent, on va débuter dans la réparation d'une pendule zénith, qui est cette pièce ici. Puis il faut peut-être savoir dans l'évolution de la pendule zénith, cette évolution elle a démarré dans les années 1920 avec un premier, quand il y a eu un renouveau de la pendulerie dans ces années-là, 1920, parce que précédemment, depuis les années 1870-80, il y a eu la pendulerie neuchâteloise a été quelque peu oubliée, délaissée, on n'avait plus trop la cote, et puis ça a gentiment repris dans les années 1920. Les zéniths, pour parler de zénith, ils ont commencé de développer un premier mouvement qui est le calibre C1, qui est un mouvement genre neuchâtelois de forme assez carrée, on peut dire, d'assez grande dimension. Et puis c'est une pendule qui sonne en principe chaque quart d'heure, 3 quarts. C'est une sonnerie dite 3 quarts et heure, avec un échappement particulier, on verra ça plus tard, c'est un échappement développé principalement par zénith, qu'on ne trouve nulle part ailleurs pour les pendules. Et puis suite à ce premier développement, ils ont déjà aussi fait dans la même gamme et puis sur le même volume, un petit peu plus grand quand même, puisqu'ils ont développé un mouvement déjà à l'époque dit grande sonnerie, avec 3 corps de rouage, et puis c'est sous le nom de calibre D2. Suite à ça, dans les années, je ne sais pas précisément, mais dans les années 1940, ils ont développé un deuxième mouvement, plus petit, rond, qui s'appelle le calibre R11 et R10 selon les variantes. Et puis ceci, je pense, les premiers mouvements 1920, ils étaient placés dans des cabinets assez volumineux, assez grande dimension. Puis quand ils ont commencé, l'essor de la pendule neuchâteloise a repris de l'élan, vraiment, ils ont fait différentes variantes. Ils ont voulu faire des cabinets de différents styles et de différentes grandeurs, donc ils ne pouvaient plus forcément mettre le grand mouvement dans des petits cabinets, ce qui était logique. Donc ils ont développé ce petit mouvement R11, je pense vers les années 1940, qui est genre, ressemble assez à un mouvement traditionnel de Paris, que l'on trouve dans les horloges françaises, en assez grande quantité, pas uniquement. Et puis ce mouvement-là, il existe avec balancier, traditionnellement, mais également avec porte-échappement. Suite à ça, ils ont encore ce mouvement R11 a perduré, je ne sais pas, 20-30 ans. Et puis dans les années 60, je ne sais pas précisément non plus, mais dans les années 60-70, ils ont développé un autre mouvement qu'au zénith, qui est intitulé, c'est celui qu'on va trouver dans cette pendule ici, zénith en guillemets dernière génération. C'est leur mouvement intitulé calibre 511-11, avec des variantes 511-12 ou comme ça. Et ils sont revenus à ce que j'ai pas dit précédemment, c'est que le mouvement rond intitulé R11, il a le même échappement que le grand mouvement de première génération. Par contre, il a sur son cadran qu'un seul point de remontage. Et la particularité de ce petit mouvement R11, c'est qu'on n'a qu'un point de remontage, mais c'est un remontage dit à inverseur. Quand on tourne la clé à droite, on remonte le rouage, par exemple, de sonnerie. Quand on remonte à gauche, on remonte le rouage de temps, sur un même axe. Par contre,
je ne sais pas exactement l'avantage de ce système. C'est un système qui est intéressant, mais qui, au niveau de la construction d'un tel mouvement, est plus complexe qu'un remontage traditionnel avec deux entités de remontage. Ça demande beaucoup plus de pièces. C'est intéressant. Ils ont voulu développer quelque chose qui était aussi un peu différent des autres. Et puis le calibre 511, après ils sont revenus, ils ont abandonné ce système à inverseur qui avait, à mon idée, qui n'avait pas vraiment de défaut, hein, c'était une conception comme ça. Ils sont revenus à un mouvement plus traditionnel avec deux remontages et puis d'une forme de mouvement vraiment, on peut dire, carré, bien élaboré, qui est très pratique au niveau de ses révisions, parce qu'il est conçu d'une très bonne façon, mécanique et, entre guillemets, on peut dire facile à entretenir. Voilà pour l'introduction des pendules zénith. Les zéniths, il faut les entretenir chaque 5-10 ans. L'entretien d'un mouvement ou d'une telle pendule comme ça peut être assez variable, dans le sens que si la pendule est près d'une source de chaleur, près d'un chauffage central ou d'une cheminée dans une habitation, les huiles elles vont se modifier plus rapidement, forcément, parce qu'elles sont soumises à plus de température. Le contraire aussi, la pendule se trouve dans un environnement qui est plutôt froid. Il faut des appartements qui sont peu chauffés, voire pas chauffés pendant peut-être chauffés au minimum. Mais donc avec ces variantes-là, soit trop de source de chaleur trop élevée, assez élevée ou pas assez, les huiles peuvent se transformer différemment, mais dans des conditions optimales, dans l'appartement traditionnel, ce sont des pièces après une bonne révision qui devrait fonctionner une bonne douzaine d'années, je dirais, avant de la renettoyer une fois complètement, pour la nettoyer, la rehuiler fraîchement. Par exemple, si on achète dans un pays humide comme pays tropicaux, est-ce que ça peut varier aussi le fait que c'est trop l'humidité? Le pire, sûrement, les pires conditions, c'est souvent dans les pays à forte humidité. Ah ouais. Déjà, parce que là, dans un mouvement mécanique, il y a forcément des pièces en acier. Et sous forte humidité, ces pièces, elles peuvent assez facilement rouiller. Donc, après quelques années, on peut trouver des pièces qui n'ont pas simplement de rouille, mais ça peut... C'est pas la même chose dans une montre. Une montre, elle est plus étanche. Hein, si elle n'a pas été soumise à de l'eau à l'intérieur. Mais ici, une pendule, ici, on reçoit en principe pas des pièces qui ont vraiment vécu dans les pays tropicaux, peut-être par chance. D'accord. Ça pourrait se présenter, mais jusqu'à présent, pas. Et vu que tu étais au Japon, est-ce qu'il y a une différence quand tu as révisé des pendules au Japon? Est-ce que tu as remarqué un peu l'usure, tout ça? Non. Je n'ai pas compris la question. Je me souviens, tu avais dit que tu as dû aller au Japon. Oui, nous avons une fois... Est-ce qu'il y a une différence de... vendu une pièce... vendu, pas réparé. C'était le musée d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds qui a vendu une fois une pièce dans un petit musée japonais. Et c'est une pièce que l'on avait construite, j'en avais déjà parlé dans une vidéo d'avant. Mais cette pièce-là, ce petit musée avait son propre entretien avec deux restaurateurs. C'était très intéressant. Et on n'a jamais eu de retour de cette pièce ou de nouvelles après coup. Mais là, c'est un musée, une très belle confection, climatisée et tout. Donc, on ne devait pas être soumis à des choses. Alors, la climatisation fait... Et voilà, que ça peut aider à entretenir. On peut arriver à une température assez constante.
à peu près dans les 20 degrés, 23. Ça dépend comment on veut climatiser, hein. Ouais. Il y a des gens qui climatisent beaucoup, trop, et puis d'autres moins. Donc, c'est déjà dans une plage, une pièce qui fonctionne dans un milieu climatisé, elle est dans une plage qui est déjà acceptable, hein. C'est plus que des conditions extrêmes. Bien, maintenant, passons gentiment à la pratique. Donc, si on reçoit une pièce comme ça en réparation, on commence forcément par la déboîter. Quand on veut déboîter une pièce comme ça, c'est toujours préférable d'enlever la porte quand elle s'enlève facilement. Parce que quand on manipule l'objet, la porte étant ouverte, elle a des risques de se décrocher de tomber. Ici, à l'arrière, on a deux vis qui sont vissées sur tige. Ici, entre autres, on a une plaquette. Plaquette ferme l'arrière de la pendule. Donc ça nous donne un regard intérieur, mais pas beaucoup d'accessibilité, ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Cette plaquette, elle est faite, elle est ouvragée ici avec un tissu pour laisser passer le son de la pendule, quoi. Parce qu'on voit que la cloche, elle est juste derrière. Si tout était fermé par une la planchette de bois, on entendrait moins la sonnerie. Les deux vis. En premier lieu, j'ai pas fait, on décroche le balancier. Ici, il est sur une tige articulée, donc il a deux parties, une partie inférieure, une partie supérieure. Comme ça, quand on sort notre mouvement, on tient ça, on tient le cadran ici sur son pourtour le mieux possible. On vient pousser les tiges. Et à un moment, on a accès, on voit qu'on a maintenant accès, on a l'accès, le mouvement en main, on peut dire. Ça, on pose sur un support. On peut déjà remettre nos portes dans un premier temps. Place, mettre son balancier là à l'intérieur qu'on va pas utiliser pour le moment. Ça de côté. On fait au fur et à mesure que l'on démonte, on prend une boîte qu'on a sous la main et puis on met la visserie ou ces choses là à l'intérieur. Qu'on peut, peut-être tu coupes et puis on devrait changer là de côté parce que moi je suis droitier. Bon, après on a un peu la lampe qui est dedans, mais... Non, c'est bon. On commence par enlever les aiguilles. Ici au centre il y a un petit poulet laiton qu'on dévisse. Au-dessous, il y a une petite ailette. Je voulais dire à ne pas perdre, mais qui est déjà tombée.
on peut regarder. Donc, c'est une pendule qui sonne. On va voir si... En tous les cas, les heures sur une cloche. Ouais, elle indique 10 heures, donc elle sonne 10 heures. Et puis à la demi, elle sonne la demi-heure. La demi-heure, elle sonne sur 2 cloches. C'est logique pour différencier. Il y a une fonction interne au mouvement qui fait que avant l'heure, il y a le mouvement le marteau des quarts d'heure. Il est isolé et puis la pendule elle frappe les heures que sur la cloche arrière. Ensuite, on enlève les aiguilles. Et après, les pendules, le cadran, là je suis sur un carton, donc ça va en tous les cas pas abîmer le cadran. On enlève ici sur les côtés. Il faut savoir qu'en mouvement de pendule, pratiquement dans toutes les pendules, le cadran possède des pieds. Dans les pendules anciennes, il y en a en principe toujours 4. Dans les pendules dites entre guillemets modernes, telles que Zénith ou le Castel, en général, il y en a 3 de pieds. Et le mouvement va toujours s'afficher sur les pieds du cadran pour qu'il tienne, qu'il tienne de quelque part. Et puis dans une pendule comme ça Zénith, ce sont des plaquettes. Il y en a une là, on enlève comme ça depuis le côté. Un petit verrou. On a un ici dessous. La troisième là. Qui nous permet de soulever le mouvement. Le séparer de son cadran. Si on voit que on ne peut pas poser le mouvement comme ça encore en plat parce qu'il y a l'extrémité de la fourchette qui dépasse. Donc on remet sur un support creux. Donc maintenant on voit un peu plus, on voit forcément davantage à le mouvement qui se présente. À l'arrière, comme on vient de voir, où les marteaux frappent sur les cloches. Ici, on a la fourchette avec l'axe, reliant l'axe de l'encre, qui est, comme dans toute montre ou pendule, le cœur de la pendule ici. Puis sur cette face, nous avons tout le dispositif de sonnerie avec les 2 poids de remontage. Donc dans un premier temps, on enlève les cloches. Les cloches elles sont fixées par par ce support. Les cloches sont sur ce support comme ça et ça. S'il y a de la poussière, forcément on l'enlève, mais s'il y a
si elles sont encore propres comme ça, on démonte pas plus loin, c'est pas nécessaire. Donc ici on voit maintenant, on peut enlever la fourchette, la tige de la fourchette, la première partie qui est ici en haut assemblée, qui est accrochée à la suspension. Toute pendule, en tout cas dans les pendules modernes, depuis les années 1830, 40, on a commencé à faire des suspensions à lame. Comme on trouve aussi dans cette pendule là. Qu'est-ce qui Là, elle est beaucoup différencie par rapport à d'autres Précédemment, on a jusqu'à ce qu'on ait installé des suspensions à lame, on a utilisé des suspensions à petits fils de soie. Ah, c'était pas très robuste, bien. C'était pas Très résistante. Alors ouais, là, le fil de soie, ça a le désavantage que ça peut aussi aux différences de température, mais bon, d'humidité plutôt, de température d'humidité, elle peut se modifier dans sa longueur, s'il se rétracte forcément ou s'allonge, peut modifier le réglage de la pendule. Et puis c'est forcément plus soumis à l'usure, ou à se casser si les gens, quand ils font des corrections de réglage, s'ils tirent sur le balancier, le fil se casse assez facilement. Donc c'est pas... Voilà, c'est l'évolution de la pendule. Il y a eu plein d'évolutions au cours des siècles. Donc, encore aussi une chose, quand je fais ça, ça c'est un principe personnel, mais je ne dis pas que c'est le meilleur, j'en ai un. Je prends deux boîtes, une à l'intérieur, j'écris derrière, et l'autre devant. Ça veut dire que quand je démonte ma pendule, la boîte devant, c'est forcément côté aiguillage, la boîte derrière de l'autre. Ici je viens de dévisser les deux vis du support de cloche, donc ça vient derrière. Et puis je mets toutes mes vis dans la boîte de devant et de derrière respectivement. Et avec le temps, l'habitude, même qu'elles sont mélangées par côté, je les retrouve facilement. C'est plus difficile dans une pendule ancienne, mais avec le temps, puis l'habitude, ça fait maintenant longtemps que je procède comme ça. Après c'est personnel, on peut mettre chaque pièce avec ses vis correspondantes dans une boîte, à casier ou comme ça. Ça n'a pas d'importance, hein, la façon dont on fait. C'est personnel. Donc, maintenant, si... Donc, la première chose, avant de démonter une pendule, que l'on reçoit en réparation, je regarde toujours comment positionner la sonnerie. Donc dans une pendule moderne, dite moderne, Zénith, Le Castel et autres, les réglages sont toujours les mêmes en général. C'est toujours la même conception. Donc
quand on a compris une fois la façon dont le réglage de la sonnerie se fait, après c'est on peut reprendre pour chacune la même chose. Si on regarde dans une pendule, il y a toujours avant l'heure un délai. Ça veut dire que le délai, c'est la roue qui précède le volant. Elle s'appelle la roue de délai. Et puis elle porte une goupille. Et avant l'heure et la demi-heure, comme ici, quand ce levier de sonnerie s'arme, eh bien ça libère déjà cette roue de délai qui elle fait en général un demi-tour de course de préparation de la sonnerie. Et ça, on trouve ça pratiquement dans chaque pendule. Et puis au moment où la pièce de déclenchement de la sonnerie s'élève, ici il n'y a pas beaucoup de courses, on voit pas forcément ça très bien. Et bien, à un moment donné, la goupille de délai et d'arrêt aussi de la sonnerie passe. Et puis ça nous laisse sonner la pendule. Et puis ça, là elle est décalée parce que